la raison pour laquelle vous êtes là, la projection du film L'éclosion low-tech. Alors, on a choisi ce film parce qu'il représente au mieux toute la diversité du mouvement low-tech en France. Il a été réalisé il y a 3 ans et il présente plein d'initiatives sur le territoire français. Et donc, ça nous paraissait pertinent d'introduire ce week-end avec ce film qui est une très bonne introduction, pour le coup, à la low-tech. Donc, je vous encourage à rester à l'issue de cette projection parce qu'on aura la chance d'avoir plusieurs protagonistes qui vont venir échanger avec vous. Donc, restez et surtout, profitez du film et du festival. Merci. C'est du low-tech parce que c'était fabriqué plus ou moins avec des matériaux de récupération qu'on récupère dans la rue, qu'on demande au bricorama, à Bramérin et tout ça. Les 3 critères de la low-tech, utile, accessible et durable. Tu ne connais pas le patron du magasin électroménager Il y a une nébuleuse conceptuelle, même la perma, enfin, il y a une nébuleuse conceptuelle autour de la low-tech qui s'en rapproche énormément. Et dans réalisé en 2021. Donc là, on est quand même 4 ans plus tard, il y a pas mal de choses qui ont bougé. Évidemment, il y a des nouvelles communautés, des nouveaux acteurs de la low-tech qui vont émerger. Et surtout, la low-tech est devenue un terme beaucoup moins confidentiel, je pense. Donc moi, je m'appelle Émilie, je vais animer cette petite discussion avec Marjolaine, Kevin et Clément. Donc Marjolaine, toi, tu as créé l'association ECO. Kevin, tu as créé et tu coordonnes le Low-Tech Lab de Grenoble. Et Clément, tu es salarié du Low-Tech Lab et animateur d'une communauté. Donc Marjolaine, toi, tu as créé l'association ECO. Et il y a 4 ans, j'étais assez nomade entre la Grèce, donc Lesbos, Concarneau, Briançon, Marseille. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sédentaire et mon mode de vie n'est... Enfin, c'est la même démarche, mais mon mode de vie a changé. Tout pareil. Arrête de t'écrire. C'est pareil, c'était une époque où j'étais entre le lancement de la communauté à Grenoble, le poste au Low-Tech Lab qui était basé à Concarneau, et un autre boulot avec une compagnie artistique avec laquelle on détournait le spectacle en vélo autonome en énergie. Et du coup, c'était un mode de vie où je bougeais beaucoup. Et là, je me suis beaucoup plus ancré sur Grenoble, à la fois professionnellement et personnellement. Je m'y retrouve bien aussi dans la portée de la démarche low-tech et la manière dont elle évolue pour moi, où faire avoir un impact autour de soi dans ces écosystèmes les plus proches, ça me va bien, quoi, et je m'y reconnais. Donc, je pense que c'est le principal qui a changé. On s'est localisé. Dans le film, on voit le mouvement low-tech comme quelque chose d'assez bouillonnant, un peu quand même en mode bricole dans mon garage. Est-ce que pour vous, on est passé à une autre étape? Est-ce que le mouvement low-tech a changé de phase? Oui, carrément. Cette semaine, il y a l'ADEME. L'ADEME, c'est l'agence régionale en gros, du ministère de la Transition écologique qui m'a appelée parce qu'ils ont vu la com du festival et qui voulaient du coup qu'on diffuse leur nouvel appel à projet en région Sud-PACA sur la low-tech lors du festival. Et c'est vrai que ça, il y a 10 ans, c'était inenvisageable. Quand je faisais de l'autostop et que je disais que j'étais passionnée de low-tech, il fallait que je donne à chaque fois la définition de qu'est-ce que c'est que la low-tech. Et aujourd'hui, il y a des ministères qui te contactent parce qu'ils ont plusieurs salariés qui travaillent, dont la fonction c'est la low-tech et qui cherchent à avoir des porteurs de projets financés par les institutions pour diffuser ça sur les territoires. Donc oui, ça a énormément... c'est avant tout un mouvement citoyen. Et c'est toujours un mouvement citoyen, mais c'est aussi beaucoup plus porté à d'autres échelles, et notamment au niveau institutionnel ou des entreprises. Ça a beaucoup bougé. Donc Clément, toi, ce que je vais dire n'a rien à voir avec ton prénom. La création du Low-Tech Lab a été un moment assez clé dans la discussion des low-tech, justement dans le fait que 4 ans plus tard, on est sur un terme beaucoup moins confidentiel.
Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la mission de cette structure et peut-être aussi avoir un aperçu de l'archipel des communautés qu'on aperçoit dans le film? Oui, carrément. Je ne vais pas retracer toute l'histoire, mais l'Opec Lab, c'est une association qui a 12-13 ans, à peu près maintenant. Elle ne s'est pas toujours appelée l'Opec Lab. Au départ, elle s'appelait Gold of Bengal, parce que c'était né d'un projet au Bangladesh sur la fibre de jute, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un projet qui s'est développé avec l'envie d'aller creuser ce sujet des technologies appropriées, des technologies conviviales, des technologies qu'à l'époque, les personnes qui se lançaient dans cette exploration voyaient dans d'autres pays, mais ne voyaient pas peut-être ici, ou ne voyaient plus ici. Et l'idée du Lopec Lab, ça a été de monter des grands projets d'exploration qui puissent séduire un maximum de personnes pour mettre sur la place publique le concept de démarche Lopec. Et donc ça, c'est une mission qui a plutôt bien fonctionné au Lopec Lab. En témoignent les super reportages qu'il y a pu avoir sur Arte, les nomades des mers, encore il n'y a pas si longtemps, Biosphère du désert, l'habitat participatif, les enquêtes du Lopec Lab, etc. Et je pense que ça a participé, avec plein d'autres assos aussi sur le territoire, à propulser ce terme de Lopec et à faire que des institutions, plein de citoyens se disent pourquoi pas nous. Et c'est un peu comme ça que s'est créée la première communauté avec le Lopec Lab Grenoble. Et aujourd'hui, nous, on n'est pas là par hasard ce week-end, on est là aussi parce qu'il y a on organise un peu notre séminaire annuel du réseau. Et donc, il y a tous les référents de toutes les communautés. Peut-être que les gens qui sont déjà présents ce soir et qui viennent d'une communauté locale aux quatre coins de la France, qui pouvaient lever la main. Il y en a un peu partout, il y en a là-haut aussi. Donc il y a des gens de Belgique, il y a des gens du 66, des Pyrénées-Orientales, il y a des gens de Chambéry, des gens de Bretagne. Et donc aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine de communautés partout sur le territoire francophone. On dit francophone parce que justement, il y a des gens en Suisse, en Belgique. Même dans d'autres pays, on a des communautés au Liban, au Bénin. Mais par contre, ça y est, là, on a un peu resserré la chose, c'est-à-dire qu'on arrête de penser qu'on peut faire tout et n'importe quoi. Pas que ce soit n'importe quoi d'aller faire de promouvoir des communautés au Bénin, etc. Mais on a 24 heures dans une journée et on est 4 en ce moment au Lopec Lab. Donc, du coup, on ne peut pas comprendre la culture d'un pays et faire comme si on allait pouvoir faire comme si on était un acteur. Mais en tout cas, on crée des liens avec des communautés qui se lancent là-bas et on leur fournit la documentation concrète. Mais on leur dit, faites ça en votre nom et c'est trop cool et on peut créer des liens. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais Si, carrément. En tout cas, oui, ça a pris. Il y a vraiment un beau réseau qui se met en place. Bon, de toute façon, j'ai encore quelques petites questions, puis après, c'est vous qui allez poser des questions, donc s'il y avait quoi que ce soit que vous vouliez ajouter, on pourrait le faire juste après. N'oubliez pas votre question. Donc déjà, on a fait un petit tour de cette évolution du terme de low-tech en 4 ans. Après, il y a certains thèmes qui sont plus traités dans le film, et notamment celui du fait que la low-tech n'est pas toujours associée à un contexte urbain ou applicable en ville. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant, Kevin, ce que vous avez fait à Grenoble, parce que du coup, vous êtes en contexte urbain. Et il y a des choses qui peuvent peut-être s'appliquer à Briançon ou à des villages autour. Qu'est-ce qui aujourd'hui, en termes de low-tech, marche en ville? Comment on s'y prend? Très bonne question. Tu peux pas dire comme Marjolaine. Non, c'est gratuit. Qu'est-ce qui marche en ville? Déjà, je pense que la méthode globale, elle s'applique partout, à savoir de se poser des questions, explorer ce qui se passe, ce qui se fait, expérimenter, et ensuite diffuser ce qui marche bien. Enfin, on va dire, la stratégie globale de mise en œuvre de Lopec Lab, elle peut avoir lieu partout. Et les manières dont on a essayé de les mettre en œuvre en ville, ça a été principalement, encore une fois, une question d'ancrage. On s'est dit, tiens, on a notre local associatif qui est dans le quartier de l'Abbaye à Grenoble, et un des projets historiques de l'ASSO dans ce quartier,
ça a été d'essayer de comprendre les besoins des habitantes et des habitants qui se sont situés principalement autour des questions de précarité énergétique et de précarité alimentaire, et du coup de mettre en œuvre avec des structures existantes, la maison des habitantes, des habitants, une maison des familles, d'autres assos qui étaient déjà présentes sur le quartier, d'essayer d'apporter notre touche, notre patte low-tech pour voir si certains objets, certains systèmes pouvaient répondre aux besoins qui étaient exprimés. Et donc on a pour cela conçu des cycles d'ateliers avec les gens, où les gens choisissaient selon leurs besoins sur quoi ils et elles voulaient être formés. Donc ensuite nous on montait les ateliers, on les proposait. Là, de mémoire, un des ateliers les plus plébiscités, on a maintenant commencé à avoir des bailleurs sociaux qui nous appellent, des communes alentours, etc. Donc on sort de notre quartier parce que la demande est là, il y a plein de quartiers à Grenoble différents, et c'est notamment sur la construction de moustiquaires. Pourquoi des moustiquaires? Parce que c'est un grand enjeu pour le confort d'été. Faire du froid en low-tech, pas très facile. Mais par contre, faire des moustiquaires, en fait, ça s'apparente un peu à fabriquer des clims, parce que ça permet aux gens d'ouvrir et d'aérer les logements la nuit sans être dérangés par les moustiques, et donc de rafraîchir les logements. Tu as pris le seul exemple qu'on ne peut pas appliquer à Briançon, parce qu'il n'y a pas de moustiques à Briançon. On va laisser un peu de boulot quand même. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que ça part du besoin des personnes. Et ça, c'est quelque chose qui est présent aussi au low-tech lab depuis le début. Il y a un terme barbare qui est subsidiarité. Ça veut dire on va essayer de ne pas prémâcher quelque chose qu'on viendrait essaimer partout. C'est la solution de A à Z, vous la mettez en place comme ça, le plan il est comme ça. Non, il y a plein de choses qui sont existantes, mais la question qu'il faut se poser déjà, c'est quels sont nos besoins sur le territoire et comment on peut y répondre sur le territoire. Et par exemple, le projet de la fuminerie à Bordeaux, il n'aurait peut-être pas été possible si à Bordeaux, il n'y avait pas eu le soutien de l'institution à ce moment-là, et il n'y avait pas tel acteur local qui pouvait prendre en charge l'exutoire, etc. Donc c'est à chaque fois contextuel. Au plus près du besoin. Tu m'as fait une incroyable transition vers la question que j'avais posée à Marjolaine, qui était celle justement de la spécificité des besoins sur le territoire de Briançonnais. Et de comment est-ce qu'on arrive aussi à s'adresser à des publics qui sont très divers sur ce territoire, parce que je trouve que c'est une des forces que vous avez chez ECO, d'arriver à toucher plein de publics. Je dirais que le choix de développement d'une low-tech, d'un système sur un territoire, il se fait vraiment entre la rencontre du besoin, ce que disait Clément à l'instant, et aussi des ressources qui sont disponibles. Et c'est vraiment la rencontre entre les besoins et les ressources qui conduit à un choix d'une innovation, d'un système low-tech dont on peut s'inspirer par ailleurs et qu'on s'approprie ou qu'on redécouvre avec d'autres matériaux. Et je pense que tu évoques notamment la situation à Briançon liée avec l'exil, qui en effet qui marque fortement le territoire. Et ECO travaille avec des publics assez divers, pas que les personnes exilées, mais des personnes vulnérables de manière générale. Et l'intérêt qu'il y a pour les low-tech chez certains publics n'est pas le fait d'être écolo, parce que c'est une démarche qu'on trouve chez beaucoup d'ingénieurs de s'intéresser à la low-tech, parce que c'est une manière finalement de questionner le sens de son métier avec une sensibilité environnementale, avec un soin pour la planète. Et quand on travaille avec des personnes qui sont précaires, en situation d'exclusion, c'est le besoin qui prime. Et l'intérêt de la low-tech, c'est son utilité. C'est pas son caractère écologique qui est intéressant. Ça me permet de répondre à un besoin et j'ai accès à cette solution-là. C'est vraiment la dimension accessible de la low-tech qui est très importante. J'ai du temps, j'ai des savoir-faire, ou j'ai un ami qui a ces savoir-faire, et du coup on peut répondre ensemble à un besoin. Un auteur qu'on cite pas mal au Low-Tech Lab, qui est Gauthier Roussil, qui a écrit notamment le livre avec Quentin Mathius, Perspective Low-Tech. Que vous trouverez dans la bibliothèque. Ouais. Et il pose en fait la question à laquelle la low-tech répond, la démarche low-tech répond selon lui, c'est qu'est-ce qui nous suffit pour nous épanouir collectivement. Et en fait cette question elle est importante, c'est là où la low-tech elle a un impact, c'est que si on cherche à appliquer la démarche low-tech dans sa sphère individuelle, en fait nos besoins à nous ils sont déjà tous renseignés,
à des niveaux très très importants et c'est pas une question très intéressante. Si chez vous, vous changez votre four électrique pour un four solaire, vous aurez juste changé un système technique par un autre système technique. Et vous n'aurez peut-être pas changé la façon dont vous cuisinez. Par contre, si vous vous posez cette question avec vos voisins, et que plutôt que construire 3 fours individuels, vous avez construit, je sais pas, un Livefire à l'échelle de votre quartier, et que toutes les semaines vous vous retrouvez avec vos voisins pour cuisiner une fournée de pain et des gâteaux, là vous changez l'infrastructure sociétale de votre quartier et vous avez un impact beaucoup plus fort que votre sphère individuelle. Et donc c'est là où, avec le Tech Lab, et c'était un péché je pense originel aussi au Tech Lab, on a beaucoup focalisé sur des systèmes techniques, et donc du coup ces systèmes techniques donnaient l'impression que c'était une approche individuelle, c'est du choix de l'individu de changer ces systèmes techniques. Et on s'est rendu compte au fur et à mesure que là on avait fait une petite erreur, c'est que, c'est en apprenant aussi qu'on l'a faite cette erreur, mais du coup il faut remettre ça dans l'échelle collective et c'est là que les questions les plus intéressantes elles arrivent en fait. Et, est-ce que c'est ça qu'on appelle les technologies conviviales ou pas tant? Est-ce que tu vas me raconter? Je suppose. C'est très sourcé comme Non mais je sais pas, oui. Bah oui, enfin, en tout cas, Ivan Illich se dirait oui. Ok, super. Ivan Illich dirait oui. Toi dans la validation, je sais. La convivialité. Ouais. Bah ouais, c'est ce que je trouve chouette aussi comme manière de montrer tout ce que la low-tech peut apporter. C'est que, enfin, de remettre aussi du lien entre nous et enfin, c'est ce que tu disais à l'instant. Et de permettre aux générations futures de répondre à leurs besoins. C'est que tous les matériaux qu'on va utiliser aujourd'hui, qui sont non renouvelables, ou, ça va être des matériaux qui ne seront pas disponibles plus tard pour répondre à des besoins essentiels, parce qu'on les aura gaspillés aujourd'hui pour répondre à des envies ou à des besoins plus superflus. Donc aussi la convivialité, elle s'inscrit dans le temps, et c'est aussi donner la possibilité à d'autres de répondre à leurs besoins essentiels, à d'autres endroits de la planète ou à d'autres moments dans le temps. Définition. Dans le film, à plusieurs moments, il y a des personnes qui évoquent de comment est-ce qu'on essaie de rendre la low-tech sexy, désirable. Parce que même si on peut observer que c'est un terme de plus en plus connu, qui permet à toute une communauté de se fédérer et de se reconnaître, moi quand je parle de low-tech à des gens qui sont très éloignés de ça, déjà j'ai l'impression que souvent les gens entendent no-tech, c'est-à-dire une sorte de refus complet de la technologie et dans le raccourci du modèle Amish ou du retour à la bougie. Et en fait, c'est une question que j'ai encore pas, je pense qu'il est un peu sans fin, de se dire est-ce que le terme en lui-même il nous sabote pas un peu le truc où on a l'impression qu'il faut justifier non, c'est une approche technique, c'est pas une approche anti-tech. Est-ce que ça c'est quelque chose, vous, c'est encore des discours, des argumentaires que vous êtes obligés de défendre ou pas tant? Plus l'aspect, le fait que ce soit un mot en anglais, qui questionne surtout, parce que derrière le choix d'une langue, c'est aussi le choix d'une culture et d'un modèle de société. Donc c'est plutôt le fait d'avoir choisi un mot anglais qui est peu cohérent, on va dire, avec les valeurs du mouvement, et qui est aussi moins accessible finalement pour d'autres personnes. Je parle notamment en termes de génération. Sur le mentionné, je le vois très bien, c'est que les jeunes s'approprient facilement le terme de low-tech, mais les anciens beaucoup moins. Par contre, je pense que le terme de low-tech est beaucoup plus accessible que technologie appropriable ou appropriée. Donc il a quand même aidé à vulgariser à la fois des systèmes et puis aussi les principes de la démarche. Je pense qu'il n'était pas parfait, mais ça a quand même amené des choses. Voilà. Ni fil ni raisin. Ouais, parce que sinon je vais citer ton exemple. Autant que tu le fasses. La cuisine, le fait de préférer. Enfin, non, moi j'ai deux domaines différents dans lesquels on est confronté à des questionnements là-dessus. C'est, comme je te dis, selon les publics auxquels on s'adresse, en fait maintenant on a même fait le choix de plus parler de low-tech, notamment dans le projet ABI dans lequel je vais parler un peu. On parle juste de répondre aux besoins des gens vis-à-vis de leurs questions autour de l'alimentation, de l'énergie.
en essayant d'apporter une démarche d'autonomie, enfin de reprise des savoirs, de s'investir soi-même dans la réponse à ces besoins-là. Et on ne parle pas de l'OTEC pendant 2 heures et tout se passe très bien. Et en fait, c'est plus accessible. Et donc nous, ça nous va bien. Et un deuxième contexte où le mot fait un peu défaut, c'est notamment, on a beaucoup travaillé sur les questions des low-tech dans l'enseignement. On a d'abord commencé par les voir à l'université, les écoles d'ingénieurs, etc. Et il y a une culture très élitiste dans les deux, alors à des échelles différentes. Mais récemment, les discours de l'université de Grenoble, c'est ici que se forme l'excellence, etc. Et le fait de venir avec des propositions pédagogiques autour des low-tech, ça ne rentre pas dans leur politique stratégique et marketing de comment vendre ces études-là à des jeunes. Et donc on a dû réussir à essayer de détourner ce truc-là. C'est un peu mentionné dans le film justement, de mettre en avant des savoirs techniques qui peuvent être de très haut niveau, qu'on peut mobiliser, de la thermique, de l'optique, etc. pour concevoir et documenter, améliorer des objets qui in fine doivent être simples, appropriables, etc. Ça peut demander des connaissances très poussées, et c'est par cette espèce de petits jeux qu'on arrive quand même à amener notre idée de low-tech dans ces institutions. Mais c'est clair que c'est pas du tout vendeur à l'heure de la quantique, l'IA, etc. Enfin, tous ces trucs-là qui prennent énormément de place et de financement. Et du coup, soit faut détourner ça, soit faut aller voir ailleurs. Est-ce que tu veux nous donner l'exemple Moi, je leur ai dit, les outils de cuisine, du coup, que vous proposez à des assos gratuitement, vous les prêtez, vous leur apprenez à s'en servir. Typiquement, c'est des gros rocket stoves qui permettent de faire des grandes quantités de nourriture pour des assos qui parfois n'en ont pas. Pardon. De faire les frites. Ouais, tout plein de choses, des crêpes et tout ça. Et du coup, là, l'asso, elle a juste besoin d'un appareil pour faire à manger au milieu de nulle part sans élec. Et elle se retrouve à utiliser un outil que nous, on qualifie de low-tech, mais elle s'en fout que ce soit appelé low-tech ou pas. Elle utilise ça, et peut-être après, elle va se poser la question, c'est hyper pratique en fait, c'est ça dont j'ai besoin. Et nous, le message qu'on essaie de passer en tant que réseau, là, avec toutes les communautés, c'est la low-tech, c'est une bannière. On se retrouve autour de cette bannière, donc elle est facilitante pour nous. Et ça ne doit pas être un fardeau. Enfin, faut pas se faire traîner comme un boulet en communication à venir parler de low-tech à des gens qui ne comprennent pas le terme ou n'ont pas envie de le comprendre. Si derrière, on peut avoir la même discussion sans parler de ce terme-là. Et ouais, l'anglicisme, je le rejoins. Le côté très ingénieur, du coup, low-tech, il y a tech dedans, donc forcément, dans les publics aussi, ça va pouvoir filtrer. Et ça, c'est pas intéressant du tout pour le... Là, je pense que pour passer un cap dans le mouvement, c'est des freins énormes. Donc nous, on les garde parce qu'en tant que réseau, c'est intéressant. Les assos qui nous rejoignent et qui se forment en tant que communauté, elles ne sont pas obligées de s'appeler Low-Tech Lab ou Low-Tech du cours. On les invite à porter la démarche Low-Tech au cœur de leurs actions. Elles ne sont pas obligées de s'appeler comme ça. Et aussi, il y a cette idée du système de l'objet. Et on peut vite tomber dans l'erreur de vouloir avoir chez soi un musée d'objets low-tech et de collectionner des objets emblématiques. Typiquement le rocket stove, le pédalier vélo, le four solaire, et voilà. Et sans comprendre finalement le sens de la démarche et sans appliquer les principes fondamentaux de la démarche low-tech, par exemple à son habitat, et d'avoir une grande maison avec des objets emblématiques dedans qui la meublent. Et pour moi, là, on n'a pas compris finalement le sens de ce que c'est qu'à low-tech. Et c'est vrai qu'aussi de se libérer finalement de cette dimension objet et d'être plus dans la démarche, c'est aussi un gros travail du là-dessus, il y avait la remarque, je trouve, de Jean-Baptiste Tony, qui est l'élu à Bordeaux, hyper intéressante, qui dit, je la nuancerai parce que cette remise en question permanente, elle peut aussi nous faire passer tous pour des moralisateurs pas très agréables à vivre. Mais ce que je trouve intéressant, moi par exemple quand je suis arrivé au Low-Tech Lab il y a 1 an et demi, je me souviens très bien une discussion avec Guénaud, qui était mon collègue là, qui est
qui a quitté le Lotec Lab parce qu'il avait fait une très grande mission de 7 ans et il avait envie d'autre chose, quoi. Et on a une discussion sur l'isolation des bâtiments. Et je me suis remis en question parce que moi je pensais que c'était bien d'isoler les bâtiments et de mettre 15 cm de matériaux partout. Et là il m'a dit non, chauffer les corps plutôt que les espaces c'est plus intéressant. Ça s'appelle il y a des gens en Belgique qui appellent ça le slow heat. Et ça permet telle chose, c'est bien plus intéressant, on utilise beaucoup moins de matériaux, du coup on remet en question la norme. Je suis tombé de ma chaise parce que moi j'avais. Et c'était il y a juste 1 an. Et des remises en question comme ça, j'en aurai encore plein, et c'est ok. Et c'est ça aussi la démarche Lotec. C'est vraiment cette remise en question permanente de la norme qu'on s'est fixée, et d'accepter de la remettre encore un peu en question. Oui, je trouve ça reboucle ce qu'on se dit, que le problème il n'est pas technique, il est surtout culturel et humain, et qu'en fait on a les connaissances techniques, mais par contre faire changer le rapport au confort, le questionnement du matérialisme, ça c'est beaucoup plus profond. La dernière question que j'avais à vous poser à tous les trois, c'est lié au projet dans lequel s'inscrit cette table ronde, le projet Lotec Altitude, dont nous parlait Marjolaine au début. Est-ce que vous avez des exemples à nous partager de projets qui illustrent particulièrement l'application de tout ce qu'on s'est dit de cette démarche Lotec au territoire de montagne? On reparte un petit peu avec peut-être des choses qu'on a envie de creuser, d'approfondir. Territoire de montagne, c'est hyper spécifique. Hyper spécifique. C'est pas très spécifique, parce que Kevin, Grenoble, c'est quand même la montagne. 300 mètres. Ouais, c'est en fond de vallée, mais c'est dans le massif alpin. Si vous n'avez pas, et Briançon, on n'est pas très très loin, à Volvoiseau en tout cas. Et on a déjà, je trouve, des besoins qui sont différents, des ressources qui sont différentes. Dimanche, on découvrira le Mélèze, pour ceux qui ne connaissent pas le Mélèze, qui est une ressource vraiment du Briançonnais qui n'a pas forcément à Grenoble. Donc, je pense que oui, la montagne, c'est pas si spécifique. C'est même plutôt super large. Il y a beaucoup de soleil à Briançon. On peut faire plein de trucs avec le soleil. Ouais, en tout cas, on y a réfléchi dans la voiture avec mes 2 collègues, Greg et Amélie, là, parce que je savais que la question allait venir. En gros, nous, au Lotec Lab Grenoble, les interactions qu'on a eues vraiment avec des milieux de montagne et des projets Lotec, ça a été principalement sur des projets dans des refuges, principalement autour de refuges, parce que c'était aussi, ça faisait partie des passions de certaines personnes qui venaient s'investir dans l'assaut, et c'est un sujet, l'autonomie, l'accessibilité des refuges, les besoins énergétiques, la logistique et tout en refuge. Donc comment équiper des refuges en low-tech, et c'est déjà un milieu en fait dans lequel il existe beaucoup de choses, mais il y a aussi 2 extrêmes et 2 politiques de refuges qui deviennent plutôt très high-tech avec des systèmes vachement complexes qui du coup va mettre encore plus en péril la maintenance, etc. Et d'autres qui restent de manière plutôt simple dans leur fonctionnement. On avait travaillé en 2021, je crois, sur un projet qui s'appelait Refuge Remix, refuge de l'Alpe de Villars-d'Arène. On a organisé un hackathon dans ce refuge-là pendant un week-end. On avait monté des matériaux et tout un tas de gens qui sont venus participer à imaginer le refuge du futur sous plein d'aspects, et notamment sous l'angle Lotec. Et c'était hyper intéressant en tant que la partie structurelle, mais aussi toutes les parties d'animation, de sensibilisation, de pourquoi les gens vont en montagne et combien de gens vont en montagne. Il faudra que ça soulève énormément de questions, mais c'était vraiment centré sur la montagne touristique et récréative, on va dire, par rapport à là où c'est un lieu de vie à Briançon. Mais comme tu disais, il y a des spécificités, et un des moyens qu'on a pour bien connaître les besoins, les dépendances de notre territoire, c'est en se rapprochant des municipalités. Il y a des documents qui s'appellent notamment les DUER, l'évaluation des risques, quelque chose comme ça, qui sont en fait spécifiques à chaque commune. Et donc là, à la fois, les risques du futur à Grenoble ne sont pas du tout les mêmes qu'à Briançon potentiellement, mais c'est un bon point de base dans la partie exploration, connaissance de ces dépendances, etc., qui peut aider à
ouvrir des imaginations sur quoi il faudrait se former, quelles ressources il faut préserver, etc. Voilà, c'est ce que j'avais en tête. Le droit de passer cette question, c'est vraiment dur. J'habite pas là, donc je sais pas. Il fallait- Ouais, vous avez du dénivelé. Bah ouais, le dénivelé, c'est un vrai frein à la circulation à vélo. C'est pas pour rien que du coup le premier atelier qu'on a prévu, c'est l'électrification vélo, c'est de pouvoir aussi comment entretenir son vélo électrique. Parce que, en tout cas à Briançon, un vélo électrique, ça permet vraiment de se déplacer. Enfin, si on n'est pas hyper sportif, ça permet quand même de se déplacer davantage à vélo que s'il n'était pas électrifié. Et le fait qu'il soit électrifié et pas juste électrique, ça permet de le réparer. Souvent la batterie, c'est quelque chose qui décède plus rapidement que d'autres composantes du vélo. Et à Eco, en tout cas, on reçoit beaucoup de dons de vélos électriques juste parce que la batterie est HS. Et en fait, ça coûte trop cher après se sourcer avec la nouvelle batterie, ou les vélos sont trop lourds et ne peuvent pas être utilisés autrement. Donc oui, je pense qu'il y a plein de particularités. Et après aussi, ce qui est complexe, c'est qu'il y a aussi des besoins très individuels ou qui sont différents selon les communautés. Et donc l'échelle du territoire n'est pas non plus l'unique bonne échelle pour aborder un besoin ou pour proposer une solution. Et au sein d'un territoire, il peut y avoir aussi une diversité de besoins à appréhender. Donc il y a plein d'échelles finalement de collectifs qui sont intéressantes. Le territoire est mis en place. Moi, j'ai travaillé en R&D dans le semi-conducteur, qui est considéré comme la high-tech. Il y avait des ingénieurs qui avaient cette attitude low-tech pour mesurer un courant, mais regarder la chute de tension à travers un fil, et d'autres qui utilisaient des process, des usines à gaz, parce qu'ils avaient l'habitude d'utiliser des usines à gaz. Donc, peut-être qu'avec le développement de ces attitudes low-tech au niveau des ingénieurs, même très techniques, on peut aussi arriver à un développement, même à travers des grosses entreprises, des téléphones, des voitures, des avions, etc. Ouais. Donc voilà, la première question, c'est y a-t-il des filières low-tech ? Il y a beaucoup de parcours qui fleurissent, principalement dans le milieu ingénieur, mais ça s'étend aussi au milieu universitaire. Et ça intéresse aussi le secondaire et le primaire pour plein de très bonnes raisons. Mais oui, là en France, bon, ça se trouve facilement sur Internet, mais il doit commencer à y avoir une bonne quinzaine de propositions dans différentes écoles sur différents territoires qui ont malgré tout des objectifs, des contraintes différentes, etc., des quantités d'enseignement entre est-ce que c'est des projets, est-ce que c'est vraiment des cours où on apprend le truc, la démarche. Moi, je peux parler de ce que je connais sur Grenoble, donc ça a été cité rapidement dans le film avec le collègue Chacha. On a monté un parcours de dernière année qui s'appelle Piste pour une ingénierie sobre, techno-critique et éco-responsable, au sein de laquelle on fait des apports théoriques sur la low-tech, sur les licences libres, sur la sociologie, sur les limites planétaires, etc. Et à travers des projets pratiques, on essaye justement de les sensibiliser à tout ça, et notamment moi j'encadre beaucoup dans les ateliers de l'école où il y a des machines comme les découpeuses jet d'eau, enfin beaucoup de machines à commande numérique extrêmement performantes, et on voit que de manière naturelle les étudiantes et les étudiants s'orientent souvent vers les machines à commande numérique parce que ils et elles ont appris à faire des plans en 3D, à utiliser des ordi et pas trop leurs mains. Et donc on est là pour essayer de leur réapprendre à servir des machines manuelles et aussi de leur mettre la puce à l'oreille, de se dire tiens, si là tu utilises cette machine là, ça convoque une quantité de choses autour de déjà rien que la consommation d'énergie de la machine, des coupeuses de l'eau, elle tourne à peu près entre 15 et 20 kW électriques, ce qui est colossal comparé à une visseuse si on doit faire un trou par exemple. Et aussi de leur dire tiens, ta machine elle utilise du sable, elle a coûté je sais pas combien de dizaines de milliers d'euros, tu as besoin d'un ordi, si elle est cassée, il n'y a personne ici qui est capable de la maintenir, on est obligé d'appeler une autre entreprise qui va mettre une semaine à venir à l'école, enfin bref. Et tout ça pour dire que ta pièce elle va peut-être être un peu moins bien réalisée, mais tu peux être capable de faire une V0, une V1, une V2 à la main et de tester tout un tas de choses. Si à la fin tu as besoin d'utiliser ta machine extrêmement performante pour des contraintes que tu auras déterminées, vas-y. Mais on essaye de casser un peu ce réflexe-là, et souvent
au début ça fait un peu bizarre, mais ensuite ça devient vachement ludique parce qu'ils se rendent compte que c'est beaucoup plus épanouissant de créer soi-même des trucs que de dire à une machine comment le faire. Donc on insiste pas mal là-dessus et ça marche bien, mais c'est encore vachement minoritaire. Pour moi, l'avenir de ça, parce qu'on essaye de pousser maintenant après avoir mis le pied dans la porte en créant des parcours où il y a 2-3% des promotions qui peuvent s'inscrire, c'est en fait transformer vraiment les enseignements de base, ou les 6 filières de l'école, mécanique, électrique, etc. Enfin, on ne veut pas 6 filières classiques plus une tech, on veut 6 filières au sein desquelles on apprend comment faire cette filière, mais de manière pilotique. Et ça, c'est le prochain enjeu, et ça va être dur. Et ce que j'aime bien rappeler aussi, c'est qu'il y a énormément d'écoles ingénieurs et pas que qui ont développé des modules, etc., de tech à la demande des étudiants. Et c'est souvent parce qu'il y a les étudiants qui ont fait cette demande-là auprès du corps enseignant, au service PEDA, que le service PEDA après est allé chercher des intervenants parce qu'il y avait une demande des étudiants. Donc on tire quand même les choses par la jeunesse et par les étudiants eux-mêmes. Il faut comprendre qu'il n'y a aucune norme sanitaire. Le jardin à Marseille qui s'installe sur une déchetterie, et on ne regarde pas ce qu'il y a en dessous, on cultive là-dedans, et on ne sait pas ce qu'il y a. Donc à terme, il va y avoir des pathologies importantes. L'urine qu'on récupère, on ne sait pas de qui on la récupère, qui la filtre. Qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on sait qu'il y a énormément de gens qui prennent des produits pharmaceutiques. Et donc, utiliser cette urine pour réensemencer avec des produits pharmaceutiques, c'est quand même très inquiétant. C'est pareil pour le TSS, c'est la même chose. Il y avait aussi un ingénieur qui disait « ça coûte trop cher de mettre de l'inox, donc on va mettre autre chose pour faire cuire ». Moi, ça me paraît complètement délirant. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui est inoffensif, on va dire, dans la cuisine, c'est l'inox. Et qu'il ne faut absolument pas dire ça coûte cher et utiliser des matériaux qui peuvent être dangereux, avec du plastique, avec du téflon, avec des choses comme ça. Donc ça m'a un peu choqué, quoi. Je suis un vieux parce que il y a des jeunes ici, les vieux ils ont du mal à se mettre avec. Moi je suis très vieux. Le plastique était à l'extérieur de la marmite. Oui, mais il y a des choses qui peuvent se mélanger. Qu'est-ce qui se passe dans les transformations chimiques? Vous voyez, moi j'ai pas entendu des choses très réfléchies là-dessus. Voilà. Je pense qu'on bidouille dans son garage à l'échelle individuelle, on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Dès qu'on passe à une échelle un peu plus importante, même parfois juste pour la question de comment est-ce qu'on assure sa maison, les premières maisons terre-paille, il fallait se batailler pour trouver une assurance parce qu'il fallait prouver que oui, elle n'allait pas prendre feu demain. Je pense que c'est aussi faire bouger les normes sur certains aspects parce que justement il y a aussi des formes de garantie, de sécurité parce que ça a été testé et ça a été sécurisé. Pour parler de la récupération des urines, etc. Aujourd'hui, il y a des toilettes à séparation urine-fesses qui sont faites à des échelles, sur notamment des autoroutes, dans des refuges de très haute montagne, le refuge du Mont Blanc, sur des îles, etc. Et où là, pour le coup, on ne sait pas du tout qu'est-ce que consomment les gens qui vont aux toilettes. Il y a une grosse partie de la population féminine qui prend notamment des hormones au quotidien, et où en effet, c'est très difficile de se dire on va valoriser ça directement sans savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Quand nous on installe des toilettes dans des camps de réfugiés et qu'il y a 35 000 personnes, on peut pas, forcément on ne peut pas faire la même chose en fonction de l'échelle à laquelle on agit et si on le fait pour soi-même. Pour soi-même, on peut en effet tester, en termes de normes, on peut maîtriser davantage qu'est-ce que la personne a mangé, qu'est-ce qu'elle consomme, est-ce qu'elle prend la pilule, et donc est-ce que je peux réutiliser mon compost dans mon jardin directement et après manger mes carottes. Sur des plus grandes échelles, en effet, il faut border les choses et il y a des normes sanitaires qui existent et qui s'appliquent, et en France, on a vu qu'il y a quand même pas mal de normes, et qui s'appliquent aujourd'hui, et l'enjeu est plutôt justement comment est-ce qu'on fait évoluer les normes et comment est-ce que le nouveau cadre normatif intègre des objets qui aujourd'hui n'étaient pas forcément prévus, je pense notamment tout ce qui est véhicules intermédiaires,
Les véhicules intermédiaires, c'est l'avenir, et aujourd'hui, les assurances, elles comprennent soit les vélos ou les voitures. Et ce qu'il y a entre les deux, c'est très compliqué. Donc je dirais que l'enjeu, il est aussi de l'autre côté, quoi. Il y a des réseaux qui travaillent, si ça vous intéresse, les questions sur les CRA, le réseau de l'assainissement écologique, RAE, fournit tout un tas de procédés légaux pour traiter que ce soit les urines ou les excréments. Et vous trouverez des fiches techniques à ce sujet-là. Il y a aussi des réglementations et il y a un cadre. Vous utilisez les réglementations parce que ça mais ne alors, paraissait là, pas non, mais juste, dans le film. En fait, c'est ça pas, la question. Hein. Mais c'est pas notre film. Votre film, j'adore le film. Non, mais moi, le talus, je suis jamais allé sur place. Qu'il y ait des gens dans leur jardin qui fassent des choses qui sont à la frontière de la légalité, ça ne m'étonne pas. Que ce soit dans des assos parfois, ça ne m'étonne pas non plus. Mais c'est pas tout le mouvement low-tech qui se dit bon, ben non, mais c'est pas grave, on va utiliser l'urine directement. Non, il y a des délais pour du compost lié à de la matière fécale, c'est 2 à 3 ans. Il faut que ce soit sur une base béton pour éviter, et une bâche pour éviter le ruissellement si c'est mélangé à de l'urine. Enfin, vraiment, le réseau de l'assainissement écologique, il fournit tout un tas de documentation technique très sérieuse sur le sujet, qui sont en lien avec le cadre légal européen. Karl, qui est dans le film et qui est un des cofondateurs du Talus à Marseille, dont vous faites référence, sera peut-être là demain, donc vous pourrez lui poser la question en direct qui ont fait les tests. Pour compléter aussi, où j'avais justement cité le téflon, ça pour moi c'est un exemple de matériau high-tech qui a été dans les normes pendant très longtemps, trop longtemps, alors que les personnes qui l'ont développé savaient que c'était dangereux, etc. Donc je mesurais aussi la qualité et l'honnêteté des normes sanitaires, mais pas que. Et partie, au sein du mouvement low-tech, on a aussi une posture où on remet en question ces choses-là. Il y a évidemment des limites dans lesquelles il est bon de rester, et ça, je suis tout à fait d'accord avec votre point de vigilance de uniquement agir sans jamais se poser des questions du cadre légal, de comment font les autres, de ce que peut avoir des impacts à long terme. C'est souvent le plus compliqué à vérifier en fait. Et ça peut être dangereux. Et sur les questions notamment de normes sanitaires, je fais beaucoup de cuisine événementielle collective avec des appareils au feu de bois, mais comme j'avais des fois des cas de conscience sur l'hygiène pendant les événements, je suis allé me former, faire des formations HACCP, etc., de cuisine pour faire ça bien, et j'ai discuté beaucoup avec les formateurs, j'ai essayé de poser un peu toutes les questions qui m'interrogeaient, et aussi d'où venaient toutes nos normes en France là-dessus, comment ça se fait qu'il y ait d'autres pays dans lesquels il y a des normes largement moins strictes, où les gens globalement sont en meilleure santé que nous. Et il a eu du mal à me répondre sur pas mal de points, notamment, il a parlé des questions de qualité de l'eau ou des pathogènes dans l'alimentation quand on part en voyage, où lui, dans aucun autre pays que la France, il supporte la nourriture et l'eau. Et ça permet aussi de mettre en balance parfois la surhygiénisation de certains procédés qui nous rend vachement plus vulnérables quand on n'a plus ces procédés-là pour nous défendre. Et je ne dis pas qu'il ne faut rien faire du tout, c'est pas le discours, mais c'est aussi prendre la mesure de d'où viennent les réglementations, qui les éditent, pourquoi, et qu'est-ce qui est intéressant vraiment à garder dans tout ça. Et par exemple, un des trucs que j'ai retiré de la formation, c'était que 90%, 95% des cas d'intoxication alimentaire en France, c'est dû à des produits animaux, soit des soucis avec la viande, des crustacés, des produits laitiers, etc., de la charcuterie, pas mal. Et que si pendant mes événements je faisais de la cuisine végétarienne ou végane, j'avais que 5% des risques auxquels faire attention. Ça c'est un ordre de grandeur, il faut faire attention toujours à plein de trucs évidemment, mais dès qu'il y a certains produits qu'on évite, et on se passe de pas mal de risques. Et c'est typiquement un des trucs intéressants que j'ai retiré de ma formation. Le principal vecteur de l'alimentation, c'est le panaré du cuistot. Oui. Le panaré, l'infection du doigt. D'accord.
qui va donner Staphylococcus par exemple. Donc, et puis, vous avez compris ce que j'ai dit? Oui, d'accord. Ou alors celui qui n'est pas allé se laver les mains quand il est allé. Voilà. C'est ça les deux défauts. La low-tech, ça part d'un besoin, ça doit partir d'un besoin local. Il y a un besoin qu'on partage tous et qui est partagé à travers tout le monde, toutes les sociétés, c'est l'alimentation. Et alors j'ai plus le nom exact, je ne sais plus si c'est l'atelier paysan ou la fabrique paysan. La question c'est, est-ce que vous travaillez avec, en collaboration avec l'atelier paysan? Ils seront là ce week-end aussi, à Alix. Ils seront ici? Ouais. D'accord. Et ouais, on travaille avec eux, c'est nos proches cousins et cousines de la démarche low-tech vraiment appliquée au milieu paysan. Et ils font un travail vraiment remarquable et super inspirant, tant dans la manière dont ils mettent en œuvre la démarche dans ce milieu professionnel, à savoir que c'est des paysannes et des paysans qui conçoivent les outils, qu'eux ils accompagnent ces gens-là à les documenter, à les rendre potentiellement plus modulaires, plus réparables, etc. Mais ça part vraiment des besoins exprimés des agriculteurs et des agricultrices. Et ils montent des centres de formation, se réapproprier des savoirs qui étaient des savoirs paysans parce que partagés au sein de toute cette grande famille il n'y a pas si longtemps, mais que maintenant une partie des agriculteuristes c'est des informaticiens et des informaticiennes ou des gens qui pilotent des tracteurs avec des ordinateurs, et une autre ça reste des gens qui soudent, qui mettent en œuvre le bon sens paysan. Et ouais, on travaille avec eux, parfois ponctuellement, dans différents projets, on les rencontre sur des événements. Nous, on va travailler avec eux bientôt, avec Grégoire, un collègue, sur les questions d'hybridation de fours solaires et de fours à bois. Parce qu'ils ont développé un four à pain de boulangerie qui s'appelle le four 150, qui est assez chouette, qui commence à être pas mal diffusé. Ouais. Juste pour essayer de comprendre, Denis, de l'environnement et solidarité. Le noyau moteur de ce que vous êtes en termes de personnes, d'équipes, Paris, Bordeaux, Grenoble, Marseille, etc., que je situe sur ce chemin un peu de la slow economy, un peu autour de là, c'est plutôt toute une équipe un peu de doctorants-chercheurs on voit un peu différentes choses dans le reportage, mais je vous écoute ce soir. Ce sont des gens brillants et tout ça. On cherche une économie un peu alternative. Et voilà, quels sont un peu, est-ce qu'il y a des grands moteurs dont vous travaillez? Je ne sais pas. Voilà. Il y a de tout. Ouais, il y a de tout. C'est vraiment pas que des chercheurs. Ça commence vraiment pas à être que des ingénieurs. Ça l'a été. Le mouvement low-tech a été un mouvement beaucoup porté par des ingénieurs. C'est sorti de là, de mouvements de genre d'école et tout ça. En fait, c'est des ingénieurs qui ont mis ce terme-là sur le devant de la scène, qui ont appelé tout un mouvement technocritique, technologie conviviale et tout, ils ont mis le terme low-tech. Donc du coup, ça s'est premièrement beaucoup diffusé dans des écoles d'ingénieurs. C'est ça la genèse un peu du mouvement low-tech. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est en train de s'étendre à d'autres sphères de la société. Du coup, ça se féminise aussi beaucoup, parce que les ingénieurs, c'est un corps de métier qui est très masculin. Donc s'il y a beaucoup d'ingénieurs, il y a beaucoup d'hommes. Et quand il y a beaucoup d'hommes, les communautés, il y a des problèmes. Et du coup, si on peut faire une photo, il y a une communauté en vallée de Chevreuse, c'est que des retraités. Ils font de la sensibilisation une fois par an, ils font un festival, ils font 2-3 ateliers par-ci par-là, mais je pense pas qu'ils ont pour objectif de salarier des personnes dans leur asso. Il y a une asso Low-Tech Lab Pays de Lorient où il y avait déjà un tissu low-tech dans la ville, c'est-à-dire des associations ou des petites entreprises qui portaient la low-tech sur le territoire, et elles se sont regroupées au sein d'une communauté pour monter des événements. Du coup là ça brasse vraiment beaucoup de personnes différentes, de différents horizons. Il va y avoir des communautés qui aujourd'hui salarient des gens, d'autres pas. Et ça va être lié à est-ce que l'institution en place est à l'écoute des besoins de cet asso ou pas. Qu'est-ce que vous avez d'autres exemples aussi Il
Et après, là, Clément, il parle vraiment plus de la communauté Low-Tech Lab. Mais pour moi, le mouvement de la Low-Tech, c'est aussi pas que le Low-Tech Lab. Et on parlait tout à l'heure des paysans, où pour le coup, je pense que c'est pas beaucoup des ingénieurs. À ECO, on a des personnes qui sont vraiment porteuses de savoir-faire low-tech extrêmement intéressants et dont certaines sont analphabètes. Enfin, vraiment, je pense qu'il y a une vraie... C'est partie aussi de la dynamique low-tech lab. Oui, il y a aussi. On est aussi porteurs de low-tech lab, etc. Alors, en tout cas, même à la création, non mais pour témoigner de la création du low-tech lab, je me permets, Clément, les ingénieurs ont été mis sur le devant de la scène, mais ça a clairement été à l'origine un collectif mixte dont les femmes étaient à l'arrière et avec des profils extrêmement diversifiés. Donc oui, clairement, on parle de tech et c'est vrai que c'est très lié aux ingés et oui, il y a beaucoup d'enseignements low-tech dans des écoles d'ingé, etc. Mais je pense que c'est beaucoup plus diversifié en tout cas que, par exemple, le film low-tech, on a fait le choix de ne pas forcément présenter ce soir, et montrer plutôt l'éclosion low-tech, c'était justement parce que ça parle vraiment de la diversité du mouvement low-tech et parce que ce mouvement, il est vraiment protéiforme. Il est dans plein de secteurs différents, il touche plein de corps de métiers différents et on peut être investi en low-tech, en politique, en tant que paysan, en tant que prof, et on n'est pas obligé d'être ingénieur. Donc, enfin, je pense que même... Mais là, je pense qu'il y en a beaucoup. Hein. Il y en a beaucoup. Une photo, mais parce que c'est aussi un film qui est très lié au low-tech lab. Oui, bien sûr. Et à ce stade, il y a des rencontres un peu, des émergences au-delà de la France internationale, où vous vous retrouvez à tel endroit ou pas, ou je sais pas. C'est très émergent, forcément. Non Alors sur la partie internationale, je dirais qu'il y a des rencontres thématiques qui existent et auxquelles certaines structures se greffent. Il y a eu, cette année-là, il y a eu pas longtemps, il y a eu les rencontres internationales sur les questions de la concentration solaire, et de l'énergie solaire. Et du coup, nous, le Tech Lab Grenoble, on travaille beaucoup sur cette question, donc on y allait. Et il y avait des gens de plein de pays, d'Amérique, d'Afrique, etc., qui venaient travailler là-dessus. Et pas des rencontres sur la low-tech, des rencontres sur une thématique que nous, on approche via le prisme low-tech. Et du coup, c'était vachement intéressant de faire du lien thématique et non pas conceptuel. Il y a... je sais comme exemple, je sais plus. Mais sur la partie internationale, Clément en a parlé un peu. Il y a en fait tout le travail qui a été fait par les nomades des mers d'aller recenser autour du monde, dénicher des structures. En fait, on a maintenant un annuaire mondial de structures qui explorent cette démarche-là qui est énorme. C'est vraiment un énorme trésor de toutes ces structures. Il y en a peut-être 2% qui s'appellent low-tech dans le lot, je sais pas, mais en tout cas qui explorent ce truc-là. Et ça va d'entrepreneurs, comme a dit Marjo, de paysans, paysannes, énormément de profils différents autour du monde qui travaillent ces questions-là. Mais en fait, c'est des questions autour des besoins de base, l'alimentation, l'accès à l'eau, l'énergie, l'alimentation. Tout ça est regroupé pour nous sous cette bannière-là. Mais ce qui vous caractérise à chaque fois, c'est que ce soit des projets opérationnels, c'est ça? Par rapport à de la recherche, par ailleurs, plus fondamentale, tout ça, que ce soit avec, faut mettre la main à la pâte, c'est ça? On a Sacha. Ouais, alors, quand même, je pense que oui, en tout cas, de la manière dont moi je vois les choses, c'est qu'il y a une traduction concrète de ce qu'on fait, matériel, et qui a un impact sur le besoin des gens. Ça ne nous empêche pas de mobiliser à côté de la recherche fondamentale pour explorer, optimiser, développer, etc. Mais c'est pas le cœur initial de tout ça. Exception peut-être justement des quelques penseurs technocritiques des années 70, où là c'était une vision de la low-tech vraiment plus comme un concept politique. Et c'était pas forcément des gens, de ma connaissance, vous me corrigez, qui bricolaient, qui avaient la main à la pâte, mais c'était des gens qui remettaient en question le système technique tel qu'il se développait à cette époque-là. Et nous, on en revient, en fait, moi personnellement, je ne suis pas arrivé dans ce domaine-là parce que j'ai connu ces penseurs-là, je les ai découverts après, et ils ont participé à construire ma conscience plus philosophique autour de tout ça. Mais je pense qu'il y a quand même un prisme opérationnel assez fort. Enfin, quand on se présente, on l'a vu dans la présentation d'ECO, on parle
de nombre de personnes avec qui on a pu interagir, créer, construire des trucs. Et voilà, donc c'est pas opposé à la recherche fondamentale, on la mobilise, mais je pense que c'est pas notre prise initiale. Je voulais dire quelque chose en vous écoutant. Quand vous dites low-tech, je m'éloigne du sujet. C'est super étrange, les mots m'éloignent. Low-tech et fou, je perds le fil. C'est vraiment très fort. Et je pense plutôt à savoir. Savoir partager, savoir-être, savoir culturel, femmes, hommes, différentes cultures. Ça me parle plus. Parce que quand vous dites c'est des ingénieurs, hommes, non. Non. Parce qu'il y a beaucoup de savoir partout dans le monde qu'on pourrait parler de low-tech. Mais je ne vois pas les Amérindiens en Amérique latine de low-tech. Je les vois comme des savoirs partagés, conservés, évoluer. Voilà, c'était juste ça, vous dites ça, que c'était juste dans la pratique, quand vous dites le mot, je m'éloigne de faire le fil. Voilà, mais c'est super chose que vous faites. Je partage tellement. Super retour, hein. Vous n'êtes pas la seule du tout à nous faire ce genre de... Ça nous questionne un peu continuellement. Comme je l'ai dit, ça nous sert à nous retrouver, mais il ne faut pas... je pense qu'il y a d'autres manières de communiquer à penser. Une réflexion slash question, mais ça m'a marqué dans le film quand on disait en fait les pays développés, c'est des pays du Sud. À quel point nos sociétés occidentales développées, un peu technocratiques, sont capables d'accepter la low-tech dans son entièreté. Je m'explique. On parlait des normes. Aujourd'hui, on a des sociétés qui sont très complexes, qui sont régies par des normes parce qu'on a des concentrations de population dans des villes. On ne peut pas chacun mettre son rocket stove sur le balcon, sinon on sera inondé de particules fines. On ne peut pas tous faire pipi en bas et laisser ça absorber par le sol parce que nos villes ne sont pas à l'épreuve de la low-tech. Et on ne peut pas adopter la débrouillardise des pays du Sud où il n'y a pas toutes ces normes parce qu'on n'accepte pas le fait qu'on a une voiture qui crache parce que les freins ont été fixés avec des colliers Serflex et de la démerde, quoi. Non, mais c'est vrai. Et en fait, toutes ces normes, elles ont été mises en place pour améliorer nos sociétés. Globalement, le travail démocratique il a été fait pour que on accepte tous des normes communes pour qu'on améliore nos conditions de vie, que ce soit sanitaire, sécuritaire, etc. Et moi, ça m'a choqué quand on m'a dit, bah, en fait, la low-tech, ça va être passé à la moulinette, à l'ADEME, il y aura des catégories, des process, des cases, etc. Je me dis, ouais, en fait, est-ce que la low-tech, elle est, pour être intégrée à nos sociétés modernes, elle est vouée à la complexité? Et donc, est-ce que la low-tech, en soi, peut être généralisée dans nos sociétés modernes sans réformer l'appareil normatif? Et je pense que ça va être très compliqué de revenir en arrière sur des normes et de dire, en fait, les sécurités automobiles et sanitaires, on l'enlève parce que c'est trop complexe et que ça implique de la complexité. Je pense que ça va être très compliqué de revenir en arrière. Et du coup, est-ce qu'on peut vraiment intégrer la low-tech sans la dénuer de son sens parce qu'elle est devenue complexe et donc plus appropriable, parce qu'elle est régie par un tas de normes, etc. Et du coup, est-ce que la low-tech n'est pas vouée à rester une niche en milieu rural, du four solaire, etc., dans nos sociétés modernes? Est-ce que c'est pas juste un chemin et une idée et une vision, mais est-ce qu'il peut y avoir un point de bascule pour avoir une société 100% low-tech sans détricoter tout l'appareil techno, juridique et normatif qu'on a aujourd'hui, quoi? Tu commences la thèse maintenant ou... C'est gigantesque comme question et je n'ai pas la réponse. Je pense juste que, en tout cas, nous, ce qu'on essaie de faire avec le réseau Low-Tech Lab au global, c'est de porter une vision associative de la low-tech et collective. Et du coup, il y a ça c'est aussi repris beaucoup dans Perspective Low-Tech, il y a un peu deux chemins là, qui sont en train de se dessiner. Une institutionnalisation de la low-tech
à des fins de transformation économique et industrielle par des acteurs comme l'ADEME, des acteurs voilà, qui ont envie de se servir de ce concept-là parce qu'ils y voient un intérêt réel à faire changer les filières économiques. Je pense que quand les sous de l'ADEME vont être, le robinet va se fermer, ce sera les premiers trucs qui vireront. Et du coup, et moi je pense que c'est un chemin qui est hyper pertinent aussi pour plein d'acteurs. Parce que des acteurs comme la Beltech qui sortent des roquettes stove, comme ça ferait plaisir au monsieur, tout en inox, non, mais qui sont vendus à des professionnels qui ont une norme CE, ou enfin une norme en tout cas pour usage professionnel. Je trouve ça génial. Si ça peut permettre à des professionnels de se lancer directement avec un outil low-tech, du coup de changer leur prisme, pourquoi pas, parce que là il y a une démarche collective des professionnels. Et du coup ce chemin-là, c'est cool qu'il existe, mais nous c'est pas le chemin de prendre avec toutes ces communautés. Le chemin qu'on décide de prendre, c'est les gens ils galèrent, ils sont stressés et ils sont bloqués. Si on peut avec une démarche collective arriver et leur dire retrouvez-vous, plutôt que de démocratiser des objets low-tech, mettez de la démocratie dans la technique, redébattez de ces sujets-là, et ensuite construisez des trucs ensemble, parlez avec bourradise, et on ne vous demande pas de vendre cette solution à tout le monde, mais juste de faire. Là on aura réussi à notre petite échelle, un petit truc vraiment pas mal je pense, qui peut avoir une belle gueule dans quelques années. Et ça sera peut-être encore une niche vis-à-vis de la population globale, mais moi c'est une niche qui m'irait bien, quoi. Si dans quelques années on m'apprend qu'il y a, je sais pas, des communautés qui sont lancées en milieu rural, que dans les villes le tissu s'est densifié, qu'il y a des projets qui sont nés de ça, qu'il y a des entreprises qui ont essayé de changer et tout, trop bien. Je pense qu'il ne faut pas forcément parler de détricoter, c'est faire évoluer. Il y a quand même aussi des succès qui montrent qu'il y a des choses qui évoluent dans le bon sens, qu'il y a des choses qui n'étaient pas possibles avant qui le sont aujourd'hui. Je reprends l'exemple des maisons en paille au saturbois. Avant, c'était en effet un risque hyper important de la part des propriétaires de faire ce choix-là. Aujourd'hui, ça l'est moins. Il y a quand même plein de... Enfin, c'est pas forcément détricoter, c'est plutôt construire. C'est vrai que cette construction, elle se fait avec de la nouvelle complexité. Et je dirais aussi qu'on a quand même des succès où on est sorti de notre garage, où on n'a pas fait des choses uniquement à notre échelle individuelle, où on a fait des choses à un niveau d'échelle. Et donc on a prouvé que c'était possible et c'est encore possible pour d'autres systèmes de tech, dans d'autres contextes, à d'autres moments. Que plein de systèmes que tu montres à tes grands-parents, ils vont te dire oui, mais nous on faisait comme ça, la consigne ça existait, l'agroécologie c'est un nouveau thème. Je pense que la manière dont j'approche la question, moi, c'est que j'ai le sentiment que notre société, elle nous a de plus en plus, on a en tant qu'individu de plus en plus délégué tout un tas de responsabilités à des instances collectives, que ce soit l'État, des assurances, des normes, etc. Et que la démarche low-tech, pour moi, elle vient réinterroger ça. Et que, comme a dit Clément, il y a exactement deux voies qui se font. Il y a une voie institutionnelle qui va chercher à faire rentrer le truc dans où est-ce qu'on peut se raccrocher en termes d'assurance, de machin pour nos objets. Et il y a une voie qui se dit, en fait non, on a envie de reprendre des responsabilités nous-mêmes, c'est-à-dire quel risque on veut prendre en essayant de les connaître collectivement, justement, se poser des questions, de se dire, sur toutes ces questions d'assurance, de responsabilité, de normes, pour moi c'est vraiment un choix politique que de se dire on veut se réapproprier ces trucs-là collectivement et pourquoi pas les faire évoluer si on y arrive et qu'on ait une masse suffisante pour le faire, et pourquoi pas s'en détacher dans une autre mesure ou préparer l'avenir dans une encore autre mesure, de se dire peut-être tous les trucs sur lesquels on bosse aujourd'hui qui sont un peu crades, machin. En fait, si on enlève une partie du système industriel, on sera bien content d'avoir ces trucs-là parce que c'est quand même beaucoup mieux que plein d'autres trucs qu'on ne maîtrise pas du tout.
Donc, moi, je vois un peu ça de cette manière. Est-ce que, au niveau la santé publique, elle est affectée quand l'association est de plus en plus visible et que vous avez plein de. Plus au niveau global, quoi. On entend plus parler de vous et que. Est-ce que la santé publique s'en est un peu emparée? Parce qu'on entend bien que nos grands-parents ils vivaient autrement et que voilà, mais je pense que si ça a changé aussi, c'est qu'il y a des normes qui étaient bonnes à apprendre. Je pense que tout n'est pas blanc ou noir, effectivement. Des fois, il y a des entreprises privées qui voient que leur profit, mais il y a aussi, comme le monsieur le soulevait, si c'est pas bien stérilisé, tu peux choper potentiellement une maladie mortelle. Ça fait quand même un peu chier de. Voilà, je me dis, en fait, c'est dommage que ce soit vraiment un niveau professionnel où là, on va se poser des questions pour vendre un produit, pour être sûr que les normes sanitaires elles sont OK. Mais au niveau individuel et collectif, on doit se démerder et puis choper quelques maladies et se dire ah, merde, c'était pas bien. Enfin, vous voyez ce que j'ai dit. Ouais, non. Alors là, on arrive à 2 heures de questions. Ouais, c'est ça. Ça commence à être. Non, mais on n'a pas ce type de. Il y a des gens qui prennent la santé sous le prisme des tech, donc voir comment on réfléchit à une santé qui applique la démarche peut-être. Mais alors par contre, l'État ou les infrastructures, elles, et je dirais que c'est assez normal parce que c'est tellement. On est quand même dans la niche encore aujourd'hui. Ouais, mais ça devient collectif, on en parle de plus en plus, il y a des prochains. On intervient encore plus. Le ministère des Armées, qui a pris contact avec nous. En tout cas, l'ARS n'a pas pris contact. Ils doivent être contents. Soldat Lotec. Allez. C'est pas une blague. Ils ont fait travailler des étudiants.